Regarder vers hier pour mieux nous éclairer aujourd'hui, ce pourrait être le titre des 2 chroniques enregistrées à la mi-novembre 2015 sur l'indignité nationale par Pierre Mazato. Qu'on ne se méprenne pas sur la démarche, il ne s'agit ici que de balayer l'histoire nationale, régionale ou locale et nous la transmettre au regard des périodes où l'indignité nationale fut considérée comme la solution qui allait répondre aux préoccupations des dirigeants de notre pays. L'événement qu'on vient de connaître repose un certain nombre de problèmes concernant la nationalité, l'identité, des choses qu'on avait l'habitude de considérer comme un petit peu théoriques, intellectuelles, disons, philosophiques même, sociologiques. Et là, c'est maintenant des notions qui font presque partie de notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment se comporter dans les circonstances actuelles ? Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une réflexion, pas seulement sur les faits actuels, bien entendu, mais c'est des notions qui ont été agitées par le passé. Comment on peut essayer de replacer ça dans une espèce, non pas de continuité, mais de redécouverte de ces phénomènes-là. Toujours posé, si on regarde le 19e siècle et le 20e siècle, au moins à un certain moment, de citoyens qui avaient porté des coups à la nation et qui donc n'étaient plus dignes d'être des citoyens à part entière. Alors, ça remonte même hier, parmi les lois qui datent de l'époque de l'Empire, Oui. on en a une sur la mort juridique. C'est-à-dire qu'on peut laisser un individu vivre, ça ne pose pas de problème, il peut manger, il peut dormir, il peut habiter une maison, etc. Mais il n'a plus aucun droit. Il ne peut pas se marier. S'il est marié, il y a automatiquement un divorce. Et il ne peut pas tester. Il ne peut pas exercer un certain nombre de professions. Il ne peut pas être médecin, il ne peut pas être avocat. Et Enseignant. Enseignant, bien entendu. Et il est mort. Il est mort du point de vue de la loi. Il n'a plus la capacité ordinaire d'un citoyen. On voit bien qu'il y a des cas où ça a pu être utilisé pour des raisons assez simples. Par exemple, voici quelqu'un qui est dans le coma. Officiellement, il est toujours vivant. Mais il n'empêche qu'il peut avoir il peut recevoir une succession. Et on ne peut pas imaginer qu'il soit participant à cette procédure, etc. Donc, cette disposition de l'époque napoléonienne ont survécu pas mal. Hein. Et on peut dire aussi que c'était plus méchant, mais à de certains moments, on a restreint les capacités des citoyens du point de vue juridique ou du point de vue politique, du point de vue électoral surtout. Par exemple, il y a une période sous la Seconde République où on va dire que pour voter, il faut résider depuis 6 mois ou plus dans une commune, quoi. Donc on exclut de facto un certain nombre de citoyens de leur pouvoir électoral. Et je crois qu'il y a un moment qui me paraît très grave, c'est lorsque le maréchal Pétain, enfin le gouvernement du maréchal Pétain, promulgue le statut des Juifs. Telle qu'elle est présentée, la première loi sur le statut des Juifs, elle fait l'admiration de Monseigneur Piguet, qui pourtant
c'était injuste parmi les nations, etc. Évêque de Clermont. Évêque de Clermont. Et comme à l'époque, il n'a pas assez de prêtres collaborateurs pour la Croix d'Auvergne, qui est le journal catholique de l'époque, c'est lui qui fait les éditoriaux. Et il y a un éditorial de Monseigneur Piguet en disant mais le statut des Juifs est juste et il est bon. Et les Juifs ne sont pas atteints dans leur personne, ils peuvent vivre. Les Juifs ne sont pas atteints dans leurs biens, il n'est pas question qu'on fasse un séquestre. Tout ce qu'on leur interdit, c'est d'être médecin, d'être enseignant, d'être avocat. C'est toute une série d'interdictions. Et il y a... On laisse subsister, et on est bienveillant. Enfin, bienveillant. Je veux dire qu'on accepte que les Juifs vivent en France, mais ils ne peuvent pas exercer une responsabilité quelconque. Voilà. C'est l'opinion. Bien sûr, ils ne peuvent pas être élus. Ah ben, bien entendu, bien entendu. Mais le problème des élections en 1940 ne se posait pas avec beaucoup d'acuité. Mais enfin, effectivement, comme il y a un renouvellement, par exemple, des maires, Oui. Bon nombre de maires israélites sont éliminés. Hein. Voilà. Donc, il y a eu là une exclusion, parce que avec les fantasmes de l'époque, on imaginait que les Juifs étaient ceci, étaient cela. Bon. Ils sentaient un risque, quoi. C'était un risque. Oui, leurs sentiments nationaux étaient douteux. Voilà. Voilà. Et alors, ça comme tentation. Les juristes de la résistance ont imaginé une procédure qui a été appliquée à la libération. Et c'est celle de l'indignité nationale. Et oui. Donc, on admettait que des gens qui s'étaient compromis, peut-être pas très gravement, mais qui avaient ostensiblement manifesté leur adhésion au maréchal, ou qui s'étaient souciés de l'avancée allemande dans l'Ukraine au début de l'offensive, etc. Tous ces gens étaient tout de même traités avec prudence. Et donc, on a imaginé de les condamner, non pas en cour d'assises, mais dans des chambres civiques. Et la sanction était la dégradation, enfin, l'indignité nationale. Je suis passé à 1940, mais on aurait pu venir remonter un petit peu le temps. Là. Par exemple, lors de l'entrée en guerre, en 1914, on se trouve en France avec des gens qui sont des citoyens irréprochables, mais tout d'un coup on se rend compte qu'ils ont un nom à consonance germanique. Et on veut vérifier qu'ils sont de bons nationaux. Et alors, ça se trouve accru par le premier épisode de la guerre de 14, lorsque il y a une offensive française dans le sud de l'Alsace, du côté de Mulhouse. Et donc, une partie de l'Alsace, une toute petite partie, qui est libérée. Et là, on se trouve avec des cas précis. Il y a des gens du lieu qui sont devenus membres de conseils municipaux, qui ont eu des responsabilités, etc. Et ce sont des gens qui ont parfois prêté serment à l'empereur. Alors, est-ce qu'on va les considérer comme des citoyens français ordinaires? C'est le doute, il faut vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tous ces gens, on les arrête et on les met dans des centres qu'on appelle des centres de concentration.
le mot commence à apparaître là. Et là, il y a des commissions qui vérifient les sentiments de ces personnes qui, à première vue, sont douteuses. Ça peut être des espions allemands qui se tardent de leur présentation alsacienne, et ça peut être des espions. Alors, on a un exemple régional de ces centres, c'est à Cellule, au nord de Rion, là, un ancien séminaire, enfin il était même encore en activité, où on a enfermé, j'ai retrouvé des registres jusqu'à 1000 personnes Considérable. qui sont passées là. Il y a plusieurs milliers de personnes, mais à un certain moment, l'effectif présent à leur H était de 1000 personnes. Et alors, les commissions opéraient, et lorsque, par exemple, il y avait des Alsaciens qui semblaient être de bons nationaux, bien français, alors on leur donnait une existence un peu plus douce. On les enfermait à Clermont, dans la caserne de la chasse, rue Fongièvre. Et donc, là, ils pouvaient sortir un petit peu dans le quartier, etc. Et ces gens sont, après la guerre, retournés contre l'État. Ils ont entamé des procès en disant qu'ils avaient été humiliés, blessés, et ils ont obtenu, pour certains au moins, des réparations. Donc voilà encore un moment où on ne voulait pas détruire automatiquement ces Alsaciens ou toutes les personnes étrangères qui se trouvaient en France en 1914, mais il y avait un doute. Il y avait un doute, et avec ce doute, on ne pouvait pas leur laisser la plénitude de la citoyenneté. Mes commentaires étaient de dire, oui, finalement, on a dit qu'à la Libération, il y avait eu des choses odieuses, des exécutions sommaires, que les fusillades étaient monnaie courante après un passage dans des tribunaux, dans des cours d'assises ou des tribunaux militaires. Bon, voyons, on a été beaucoup plus raisonnable, semble-t-on dire. Vous voyez, il y avait ces cours, ces chambres civiques qui condamnaient à des peines symboliques. Peines symboliques, oui, mais là aussi. Peine quand même. Interdiction d'enseigner, interdiction d'exercer une profession libérale, etc. Il y a des familles qui ont été gravement atteintes en raison, non pas d'actes, mais de leur sympathie pour le régime de Vichy, par exemple. Voilà.